Et nous allons maintenant du côté de l'Afrique noire avec Georges Goma, comme chaque mercredi. Bonjour Georges. Bonjour Jessica. Ça va bien? Je vais bien. Et toi alors? Très bien, très bien. Alors, hâte de découvrir ce nouveau royaume. Ça sera d'ailleurs le dernier de cette série, puisque la semaine prochaine, on fera un bilan. Voilà, très bien. J'ai bien retenu ma leçon. Très bien. Et donc, on parle du royaume du Monomotapa aujourd'hui. Voilà, c'est le royaume du Monomotapa. Là, j'ai rajouté une syllabe de trop, excuse-moi. Ah bon? Non, j'ai bien entendu Monomotapa. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler à quel pays ça correspond aujourd'hui? C'était ma première question. En fait, le royaume du Monomotapa couvre aujourd'hui 3 pays que nous connaissons. Le Mozambique, il y a le Mozambique, Oui. la Zambie et le Zimbabwe. Donc, on est plus dans le sud, là. On est en Afrique australe. Ouais, exactement. Nous sommes en Afrique australe et évidemment, pour ouvrir un peu cette chronique, on va parler de cette spatio-temporalité. Alors, la temporalité, c'est de dire d'abord que ce royaume du Monomotapa, naît au XVe siècle. Il naît au XVe siècle jusqu'à peu près au XIXe siècle. On va voir un peu l'évolution de ce royaume. Qu'il est devenu au XIXe siècle. Alors, sa situation géographique, c'est relevé que le Monomotapa est fondé dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et cet empire, parfois on parle d'empire et de royaume, mais il faut savoir que l'empire, c'est un regroupement de royaumes. On parle d'empire quand on pense au Monomotapa. Alors, la situation géographique, c'est que cet empire est entre 2 grands fleuves de l'Afrique australe. Le Limpopo, il y a aussi la plaine du Limpopo, dans la partie méridionale, donc dans le sud, et du Zambèze. Voilà encore un grand fleuve bien connu, le Zambèze, dans sa partie septentrionale, au nord. Mais à l'est, se trouve aussi un désert bien connu qu'on appelle le Kalahari, le désert du Kalahari. Et à l'ouest, on trouve les monts Inyanga qui séparaient l'empire de la plaine du Mozambique et qui a un plateau très riche en gisements d'or et de cuivre. On va revenir là-dessus pour montrer un peu la superbe, n'est-ce pas, de ce royaume du Monomotapa avec tous ces gisements, cette richesse du sous-sol. Alors, on peut dire aussi ceci, que la zone très riche du plateau du Zambèze appartenait avant tout à un autre royaume qu'on appelait le royaume du Zimbabwe. Alors, ce qui est arrivé à ce royaume du Zimbabwe, donc au XIIIe siècle, c'est que ce royaume a connu un déclin à cause de la sécheresse et du tarissement d'un fleuve qu'on appelait le Sabi. Alors, ce fleuve-là partait de l'intérieur du plateau, donc du Zambèze, et allait jusqu'à l'océan Indien. Et comme tous les fleuves à l'époque, c'était un chemin pour le commerce. Là, on retrouve encore l'océan Indien. On a souligné beaucoup de fois que c'est toute la richesse du monde entier finalement se construisait autour de cet océan. Donc c'est dans ce contexte-là, que le royaume du Zimbabwe décline et que, ma foi, des personnages venus du lac, des conquérants qu'on appelle les conquérants bantous, qui sont venus de la région des Grands Lacs, vont amorcer, n'est-ce pas, la conquête de ce plateau du Zambèze, qui est très riche. Et cette conquête va se faire sous le leadership du tout premier souverain du Monomotapa, et qui s'appelait Mutota Nantsimba, le tout premier souverain du Monomotapa. Alors, ce souverain-là meurt au cours d'une bataille. Et je veux dire déjà qu'il est né en 1400 et il est mort en 1450. Et c'est un grand guerrier.
faire une conquête, il faut être vraiment bien assis sur ce plan militaire. Alors, il meurt au combat, au cours d'une bataille. Et naturellement, comme la règle de succession était la primogéniture, et cette primogéniture veut simplement dire que c'est le premier fils, en fait, qui prend la succession. Donc, à la mort de Mutota, c'est Matopé, son premier fils, qui prend le pouvoir en 1450 et qui continue l'expansion de l'Empire jusqu'à l'océan Indien maintenant. Donc, il étend, n'est-ce pas, sa puissance de l'intérieur du plateau du Zambèze jusqu'à vers l'océan Indien. Et il est le premier à porter un titre de souverain. Et le titre de souverain, c'est le Mwana Mutapwa. Voilà, quand on parle de Mwana Mutapwa, c'est un titre de souverain dans ce royaume, dans cet empire du Monomotapa. Alors, donc après cette conquête de Matopé, donc le fils de Mutota, le Monomotapa va quand même connaître un émiettement avec une subdivision de l'empire en 4 territoires. Vous savez, les problèmes de succession, même s'il y a la règle de la primogéniture, mais ça draine toujours des problèmes au sein de la famille, parce que évidemment, tout le monde veut avoir le pouvoir. Donc, la subdivision donc, de cet empire en 4 territoires, et après la mort de Matopé, lui aussi meurt, c'est son fils, Mokomba, qui prend la relève et qui nomme 3 de ses propres fils gouverneurs de 3 territoires. Il y en a 4, il en nomme 3. 3 de ses fils dans ces 3 territoires. Le Kitivé, le Sedanda et le Shikanga. Voilà ces 3 territoires. Il reste un territoire qu'on va voir que le dernier territoire va lui apporter beaucoup de problèmes. Alors, donc, à partir de ce moment-là, le Monomotapa va continuer sa subdivision. Vraiment, la fin du XVe siècle est un siècle vraiment d'émiettement de cet empire-là. Et la 4e province, le 4e territoire, fait émerger une rébellion. Une rébellion très féroce dans le sud-ouest de l'empire. Et cette rébellion est menée par un gouverneur nommé par Makomba lui-même qui s'appelle Shangamina. Shangamina, très très puissant, très 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 fort et qui entraîne, n'est-ce pas, une conflictualité féroce avec Makomba et qui se solde par la mort de Makomba, assassiné par Shangamina. Mais ça ne s'arrête pas là, les conflits vont continuer. Et on va voir qu'à la fin même, ce sont la prolifération de ces conflits qui va aussi précipiter, n'est-ce pas, la fin de l'empire. Alors, Makomba est assassiné, mais Shangamina, le valeureux soldat, lui-même aussi est assassiné par le fils de Makomba. Vous voyez un peu ça? C'est vraiment la guerre à l'intérieur, hein, à l'intérieur de l'empire. Et son fils s'appelle Kesarimbo. C'est Kesarimbo qui donc assassine l'assassin de son père, finalement. Voilà à peu près, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur cet empire-là, mais on va rapidement dire quelque chose sur la structuration administrative de l'empire. J'ai retenu 3 grandes subdivisions administratives. Il y a d'abord le village qu'à l'époque qu'ils appelaient le Musha, qui est sous la responsabilité d'un Mukuru, le Mukuru ou le Mwenemusha. Donc l'enfant du village. Le village, lui, groupe les membres d'une famille ou de plusieurs familles. Voilà la première subdivision qui est le village. Ensuite, il y a la ville. La ville, à cette époque, était appelée le Muzinda. Le Muzinda, c'est là où siège le chef de province et qu'on appelle, le titre, c'est le Fumo. Le Fumo. F-U-M-O. Ou on appelle aussi le Mushanda, c'est-à-dire le prince, ou on peut aussi l'appeler le Mwanamombo. Le Mwanamombo, ça veut dire le fils du roi. Ou encore le Mwenemusho. Et là, c'est le maître du pays. Vous voyez un peu cette organisation. Et à la fin, la dernière subdivision, c'est la résidence de l'empereur. La résidence de l'empereur est appelée le Zimbabwe. Zimbabwe,
c'est-à-dire la cour du roi où réside l'empereur, le Mambo. On a vu le Mwana Mambo, le fils du roi. Donc le Mambo lui-même, c'est le roi. Donc ce nom va rester après pour le nom oui, du pays. Absolument, Zimbabwe, vous voyez un peu, hein, ça vient de très loin. Hein, vous avez vraiment une acuité d'attention, et c'est tout à fait cela. Et le titre dynastique du roi, c'est le Mwene Mutapua que j'ai déjà mentionné, qui était le titre porté par Matopé, le fils de Mutota. Alors, encore une chose, j'ai déjà dit que la succession se faisait selon la règle de la primogéniture. Et on va en rigoler peut-être parce que le roi devait avoir certaines qualités. Et l'une des qualités qui revient dans les ouvrages que j'ai consultés, c'est la virilité du roi. Très importante. C'est très important. À partir du moment où la famille, la lignée devait être assurée, alors le roi se devait d'avoir une virilité infaillible. Mais malheureusement, s'il arrivait que le roi, évidemment, ait une déficience à ce niveau-là, il devait s'enregistrer une mort violente. Voyez ? Alors, ça, ce sont les règles qui étaient en vogue dans l'Empire. Alors, mais on va parler aussi de l'économie de subsistance et du développement de la production aurifère. Ça, c'est important. Il y a toujours l'économie qui est là. Comment est-ce que l'Empire assurait sa vie économique? On a bien vu que le plateau du Zambèze, qu'on appelle aussi le plateau du Monomotapa, c'est une région avec une grande pratique agricole et pastorale. Voilà ce qui se pratique. Il y a l'agriculture et l'élevage. Et l'agriculture s'articule autour de la culture de 3 grands graminées essentiels, des produits avec des grains. Alors, le premier graminé cultivé à l'époque, c'est le sorgho. Le deuxième graminé à l'époque, c'est le millet. Le millet, c'est un peu proche du mil, tel qu'on le trouve en Afrique de l'Ouest. Et le troisième grand graminé, c'est l'éleusine, qui est aussi un graminé. Mais en plus de cela, il y a eu aussi le développement de la riziculture et de la production du coton. Voyez ? Ça, c'est sur le plan, ce plan-là. Maintenant, sur le plan de pastoral, c'est-à-dire l'élevage, ils élevaient un peu du tout. On y élève des chèvres, des moutons, des cochons, des poulets et des bœufs. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler dans cet élevage-là, c'est aussi l'élevage du cheval était méconnu. Bon, on va retrouver les Portugais. Voilà, ça vient d'Europe, quoi. Ça vient d'Europe, mais sauf que quand les Portugais, au cours d'une expédition de 1569 à 1572, introduisent le cheval dans ce paysage pastoral, ils ne réussissent pas. Tous les chevaux crèvent. D'accord. Tous les chevaux crèvent de maladies. C'est le climat? Ah non, c'est les maladies. Oui, des maladies. Ouais. En tout cas, on souligne que ce sont des maladies. Maintenant, attends, mais le problème, c'est que c'est au 19e siècle que d'autres vont introduire le cheval et ça va marcher. Et ce sont les Britanniques. Les Britanniques vont introduire le cheval par le sud, par le Transvaal, et cet élevage de cheval va tenir dans cet empire-là. Okay? Donc ça, c'est vraiment un point très, très, très intéressant qui a retenu mon attention. Alors, et j'ai parlé des Britanniques aussi avec l'influence d'un personnage très très connu qui est un homme d'affaires britannique qu'on appelle Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, et c'est là où vient d'ailleurs la Zambie, pardon, qui était la Rhodésie du Nord. Cecil Rhodes, la Rhodésie. Et puis le Zimbabwe, qui était la Rhodésie du Sud. Vous voyez ? Donc toutes ces personnes-là ont une influence extraordinaire sur cela. Comment se termine ce royaume, Georges, au 19e siècle ? Alors, au 19e siècle, le royaume se termine avec les clivages internes d'abord. Les clivages internes entre les problèmes de succession,
Et l'émiettement, on a vu qu'il y a eu l'émiettement, les provinces qui prennent. Et puis aussi, il y a la pénétration européenne. Les gens venus de la mer, comment on les appelait? Et surtout les Portugais, toujours les Portugais, et qui pénètrent le pays et qui commencent à élaborer des relations diplomatiques avec le Portugal. C'est toujours cette approche-là, un peu plus souple, plus douce. Et quand ils découvrent d'énormes gisements de fer, parce que c'est un empire aurifère, de cuivre, de diamants, et vous savez, on est en Afrique australe. Hein? L'Afrique australe, c'est quand même l'un des bassins les plus importants en Afrique en termes de matières premières. Eh bien, il n'y a pas que les Portugais, il y a aussi les Britanniques qui vont s'y mêler par le Cap. Et Cecil Rhodes, dont je parlais, a été le premier ministre du Cap. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les Hollandais. Les Hollandais qui passaient leur route, qui s'arrêtaient au Cap pour continuer leur route vers les Indes. Et à un certain moment, eux aussi se sont dit, écoutez, si on s'arrêtait là, on rentrait dans les terres. Et eux aussi ont commencé à rentrer dans les terres. Et voilà un peu les Européens qui viennent beaucoup plus organisés, avec des moyens de conquête beaucoup plus sophistiqués, avec des armes, et qui introduisent un peu, et qui précipitent finalement la fin des royaumes en Afrique. Parce que ils vont rentrer pour l'exploitation de ces matières premières. Donc c'est comme ça que se termine le royaume de Du Monomotapa au 19e siècle. Et malheureusement, on n'a pas le temps de parler du royaume Zoulou, juste à côté aussi avec Shaka Zulu, que tout le monde connaît à peu près, aussi qui était un royaume très 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 puissant. Au moins de nom. Voilà, au moins de nom, Shaka Zulu, qui était... les Anglais peuvent en dire quelque chose, parce qu'il en a donné du fil à retordre, mais qui malheureusement a été assassiné par ses propres frères. Vous voyez encore une fois de plus les adversités internes et les adversités externe. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Georges Gomin. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan. C'est ce que tu voulais tout à fait. faire. Ce que je voulais faire pour voir un peu l'incidence de ces royaumes-là sur la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste à peu près? Quelle est la quintessence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui résume l'essentiel de cette ère médiévale au jour d'aujourd'hui? Donc ça sera mardi prochain exceptionnellement. Voilà. Merci beaucoup Georges Gomin.